Amis d'Ivoire TV, bonsoir. Je voudrais vous exprimer une fois de plus ma joie de vous retrouver ce soir. Je voudrais, au nom de la direction d'Ivoire TV, m'excuser, excuser Ivoire TV et nos invités pour ce retard indépendant de notre volonté. Nous saluons la direction de la Fédération des associations en Côte d'Ivoire qui nous permet de faire cette émission de façon particulière dans la salle. Mais avant cette émission, il y avait déjà une activité. C'est cette activité qui nous a mis véritablement en retard. Je voudrais donc saluer cette assemblée, nos invités ici présents qui nous font l'amitié d'être là. Il y a des personnes de qualité, nous voyons le président d'association, nous voyons le président de la commission électorale. Je voudrais véritablement que vous puissiez vous saluer et accepter nos remerciements. Merci. Amis d'Ivoire TV, ce soir nous recevons deux auteurs. On avait prévu recevoir Laurent Bell et nous avons aussi l'amitié de la visite de Victor. Victor et Laurent Bell viennent de Michigan. Ils viennent nous présenter ces deux œuvres. Laurent Bell nous présente cette œuvre qui parle d'elle-même, de sa vie en Côte d'Ivoire, de sa vie d'enfance. Elle nous dira véritablement de quoi il s'agit. Nous avons aussi Victor qui vient nous parler de la pensée. C'est une œuvre un peu philosophique, à mon sens. Il nous dira ce à quoi il invite le lecteur à découvrir dans cette œuvre qui me semble un peu au-delà de ce que nous avons l'habitude de rencontrer et de voir. Je voudrais donc vous remercier de votre présence. Laurent Bell est à Michigan. Elle est quand même, a demandé de le faire, tout justement. Dit simplement qu'elle a gradué de l'université, c'est cela, de Michigan, Medical Assistant in 2010, that's what she said. Elle a fait, en 1987, elle a eu le baccalauréat au Burkina Faso. Après un parcours en Côte d'Ivoire, c'est de ce parcours qu'il s'agit dans le livre. Et en 92, après le remous que la Côte d'Ivoire a connu, elle s'est retrouvée en Italie. Et après l'Italie, elle a décidé de venir aux États-Unis en 1996. Elle a fait Boston. Et après Boston, elle a décidé d'aller à Michigan, où aujourd'hui, elle est installée. Elle travaille comme assistante médicale, c'est cela? Merci Laurent Bell de votre présence. Si vous avez quelque chose d'autre à ajouter à ce que j'ai dit, allez-y. Je vous remercie infiniment tous les frères qui sont ici dans le studio. Ce privilège qui m'a été donné, je ne sais pas comment l'apprécier. Et l'honneur me revient de vous dire merci encore une fois pour le courage et la persévérance que vous avez eu à mettre sur place tout ce qui se passe ici à New York dans le bien-être de tous les Ivoiriens qui sont ici et ceux même qui sont au pays. Donc encore une fois, je vous tire le chapeau. Avant de venir à Victor, je voudrais maintenant commencer par cette dédicace que vous avez faite. My faith is my desire to make my dream come true. Yes. Pourquoi cette pensée précise? C'est une pensée très profonde. Ma foi, je ne parle pas de cette foi religieuse que tout le monde parle chaque fois, mais la foi, c'est que je crois en moi, mes potentialités, ce que j'ai en moi, ce que je crois que je peux devenir. C'est ça qui détermine mon rêve. Nous vous savons, à travers cette œuvre, nous décelons une certaine détermination. Vous êtes une femme, vous avez résisté à vos parents, vous parlez de la tradition dans l'œuvre, et vous avez résisté à vos parents. Après cela, vous êtes parti de la Côte d'Ivoire, vous êtes retrouvé au Burkina Faso, vous avez eu le bac, vous êtes revenu aux États-Unis, vous avez repris. C'est quoi qui anime cette détermination? En fait, la détermination est due au fait qu'il y avait un conflit familial. Les parents avaient décidé, m'avaient déjà mariée et contre mon gré. Et j'ai persisté et j'ai résisté pour le respect de la famille. J'ai abdiqué, j'ai accepté ce mariage-là. Et en fin de compte, qui m'a vraiment déshonorée, comme je le dis, parce que ça ne m'a pas donné la place que je devais du moins occuper. Je me suis sentie un peu délaissée, un peu utilisée. Et alors, ça m'a donné une certaine révolte. Et je me suis dit que, bon, écoute, ce n'est pas ce que je désire. Parce que le mariage, ce n'est pas seulement les biens matériels. Non, il y a l'amour qui est là. Il faut que l'affection soit là. Le matériel n'a rien à voir. Donc, je me suis dit que pourquoi rester dans un mariage où le bien-être, du moins le matériel est supérieur, alors que mes sentiments sont négligés, alors que je suis considérée comme n'est rien. Donc, je pense que je peux mieux faire que ça. Je me suis revoltée, mes parents, ils ont insisté. Ça a été un combat durant des années.
Et finalement, et c'est ce qui m'a amené d'abord au Burkina, parce que je me suis dit, écoute, moi je vais quitter le pays. Je vais partir et je suis partie au Burkina. Juste pour fuir le mariage ou... Juste parce que celui avec qui je vivais ne voulait pas que je parte à l'école. Vous parlez de Vincent, c'est ça? Il ne voulait pas que je parte à l'école. Écoutez, dans cette œuvre, excusez-moi de vous interrompre, Vincent, Victor, je reviendrai à vous parce que ces deux œuvres s'entremêlent selon moi. Elle parle de sa pensée, de la révolte vis-à-vis de la famille, alors que dans cette œuvre, elle parle de la tradition, qu'elle admire, qu'elle apprécie, elle estime que nous devons respecter la tradition. Alors que c'est la tradition qui vous demandait de vous marier à Vincent. Alors si vous vous révoltez à cette tradition et que vous aimez, de quoi s'agit-il? Pourquoi ce contraste? C'est un antagoniste, comme vous pouvez le penser. Oui. Mais je pense que cet antagonisme, ça exprime ce que j'ai en moi. Oui. Ça veut dire quoi? Je ne m'oppose pas, il n'y a pas que tout ce qui est dans la tradition qui est mauvais. Il y a des parties de la tradition que nous pouvons apprécier, mais il y a des parties de la tradition aussi que nous pouvons quand même négliger au fil du temps. Tu vois? Parce que nous faisons partie d'une génération. Le temps évolue. Et au fur et à mesure que le temps évolue, la tradition a ses recettes. Donc, il y a quand même des limites souvent que nous pouvons mettre. Donc, vous estimez que nous devons adapter la tradition, c'est cela? Moi, j'approuve la tradition. J'aime la tradition parce que je suis le produit de la tradition. Mais je mets des limites. Des limites. Vincent et Victor. Voilà, je parle de Vincent parce que ça commence par V. Et Vincent, c'est celui qui a posé beaucoup de problèmes à Laurent Bell. Donc, Victor, aujourd'hui, je vous reçois ensemble. Vous qui êtes aujourd'hui au séminaire, parce que Victor, pour vous dire, il est actuellement au séminaire, au séminaire de Detroit pour devenir pasteur. Et avant cela, il avait été ordonné prêtre mormon. Et donc, vous qui connaissez les choses spirituelles, qu'est-ce que vous pensez de ce que Laurent Bell dit? Merci, mon cher frère. Je vais m'introduire d'abord. Je suis Victor Awere. Officiellement, je suis Ghanéen d'origine. J'ai vécu en Côte d'Ivoire. That's true. J'ai passé peut-être mes 10 dernières années en Afrique, en Côte d'Ivoire. Donc, ma maman a fait des enfants en Côte d'Ivoire, donc j'étais obligé de communiquer en français. Donc j'ai tout fait pour apprendre un peu de français pour pouvoir m'exprimer. Well, your French is very good. Your French is very good. Yeah, that's the book is in English. Those books are in English. So we'll talk in English and French. Yeah. We'll do that. Yeah. Merci beaucoup. Bon, si on analyse bien ce que ma soeur vient de vous dire, on sent bien que tout commence de notre cerveau. Tout ce que nous faisons, on parle de la tradition africaine. Il y en a qui disent que ce n'est pas bon. Il y en a qui aiment beaucoup la tradition africaine. Tout dépend de notre manière de réfléchir. Tu vois. Donc, ceux qui font du mal à leur épouse à cause de la tradition, ils traduisent mal la tradition africaine. Ce n'est pas la tradition qui dit qu'il faut maltraiter ton enfant ou bien ta femme, ton mari. Non, c'est malentendu. Vous voyez. Donc, ce soir, nous allons voir qu'on doit commencer à éduquer nos peuples africains pour pouvoir commencer à traduire correctement notre tradition, à penser correctement. Le livre s'appelle Think Again. Think Again. Pense encore. Pense encore. Monsieur le journaliste vient de me dire que j'ai utilisé la phrase « pense encore » plusieurs fois, plus de 100 fois dans le livre. Et effectivement, c'est le but de ce livre. Nous devons penser, penser, penser. Pourquoi tu viens aux États-Unis? Pourquoi tu ne veux pas repartir en Afrique? Pourquoi tu veux te marier? Pourquoi tu ne veux pas te marier? Tout ça, ça vient de notre manière de penser. Tout ce que nous faisons, ça vient d'ici. Il y a des Africains qui sont bloqués ici, ils n'avaient plus envie de repartir en Afrique. Ça dépend de la manière de penser. Donc, si on met les deux ensemble, je peux dire simplement que tout ce que ma soeur a vécu dans les mariages, la tradition, a été fait parce qu'elle pensait autrement. Aujourd'hui, si elle se trouve dans la même situation, elle va agir différemment parce qu'elle commence à penser encore maintenant. Merci. C'est ça. Merci. Nous reviendrons, nous allons parcourir votre œuvre parce qu'en fait, vous, de façon spécifique, vous invitez les gens à penser différemment, alors que dans l'œuvre, vous nous dites que les hommes
quel que soit l'endroit où ils se trouvent, ils sont les mêmes. Et donc, si nous devons penser différemment alors que nous sommes les mêmes, de quoi s'agit-il? C'est-à-dire, l'homme est l'homme. Soit américain, français, ivoirien, togolais, nigérien, tous les hommes sont pareils. Nous tous, nous avons des besoins. Besoin d'être heureux dans la vie. C'est à cause de ce désir d'être heureux dans la vie que nous faisons tout ce que nous faisons. On voyage, on travaille dur, on lit, on fait l'amour, tout ce que nous faisons sur cette terre, ça vient du désir d'être heureux. Vous voyez. Donc, tous les mêmes, tous les hommes sont pareils. Tout le monde a des besoins. Tout le monde veut s'habiller bien, tout le monde veut bien manger, bien dormir, bien faire l'amour, bien faire la vie. Oui, donc nous sommes pareils. Mais pourquoi peut-être les Américains sont plus riches ou bien plus heureux que les Africains? Est-ce que c'est vrai que les Américains sont plus heureux que les Africains? Peut-être non, peut-être oui. Ça dépend de notre manière de penser. Si on pense bien, nous allons voir qu'il y a des Africains qui sont mieux par rapport à ceux qui vivent aux États-Unis. Tout ça, ça vient de notre pensée. Oui, nous retiendrons, vous reviendrez là-dessus, parce que c'est un peu philosophique de penser qu'on vit mieux en Afrique ici qu'aux États-Unis. Vous allez nous expliquer un peu pour cela. Ouais. Lorambel, je reviens à vous, parce que je suis un peu intrigué. J'ai lu l'histoire. Ce livre parle de son histoire personnelle. Elle nous raconte l'histoire de Lorambel qui est parti du village, qui s'est opposé aux parents, qu'il avait mariés. Toute petite, très jeune, toute jeune, elle nous dira différemment, elle nous dira à quel âge, et qui rencontre quelqu'un avec qui elle fait sa vie. Donc, en réaction à ce que les parents ont décidé. Et après, du fait de l'utilisation de la magie noire, elle quitte ces derniers pour venir rejoindre l'époux que les parents ont choisi. Et maintenant, elle se plaint de ce que cet époux-là ne l'a pas... ne s'est pas comporté avec elle comme il se devait. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est une réaction, je dirais, quand je dis normal, je mets entre griffes, de la personne qui, initialement, voulait vous épouser et vous n'avez pas accepté, vous êtes allé avec quelqu'un d'autre et aujourd'hui, vous vous retrouvez sous son autorité. Donc c'est une réaction humaine. Hein? La pensée de l'homme, un peu comme le dit, l'a amené à pouvoir agir, je dirais, se venger un peu de la situation. Certes, comme tu le dis, mais moi je ne peux pas lire ses pensées, mais je pense quand même que c'est drôle parce que là, les parents, ils ont agi, ils n'ont pas attendu très longtemps, ils n'ont pas attendu 3 ans, ils ont attendu seulement 1 an. Le combat a duré pendant 2 ans. Et pendant les 2 ans, je résistais et en même temps, les parents aussi résistaient, mais finalement, ils ont pu m'arracher, comme je l'ai précisé, par le pouvoir de la magie africaine, comme le dit la magie noire. Et c'était drôle, mais je suis retournée, je suis partie chez lui. Et quand je suis partie chez lui, bon, j'étais là, j'étais à la maison comme un objet de décoration. Et je ne sais pas si vraiment c'était une vengeance de sa part. Mais si vengeance aurait été, il aurait quand même dit, bon, précisément être honnête, dit, bon, voilà, c'est passé, bon, moi, je me désengage. Prenez votre fille. Mais il n'allait pas insister à ce que les parents me ramènent chez lui. Oui, mais donc, je ne sais pas quelle intention il avait derrière. Je ne peux pas lire ses pensées et savoir si ses pensées sont des pensées de vengeance ou bien des pensées, je ne sais pas comment le qualifier. Oui, mais il y avait de l'amour, parce que je sais, quand vous êtes revenu pour prendre vos affaires pour partir, voilà, donc il avait exprimé son amour, puisqu'il ne voulait pas vous laisser partir. Mais c'était trop tard. Parce qu'à l'âge de 18 ans, être dans la maison comme un objet de décoration, et lui, il s'en va avec des jeunes filles qui ont le même âge que moi. Imagine-toi. Et quand j'aurai alors 30 ans, 40 ans, qu'est-ce que je vais devenir? C'est la pensée. C'est cela. Comme le frère l'a dit, il faut penser encore. Il faut penser encore. Donc mon avenir était plus important que ce que j'étais en train de vivre en ce moment-là. Parce que je me suis dit que... Votre avenir était plus important. Vous dites dans le livre que vous aviez le désir de diriger un parti politique en Côte d'Ivoire. Exactement. C'est ça. J'ai commencé avec le PDC en tant que trésorier général du PDC au lycée moderne de Katiola pendant 4 ans et maîtresse d'internat. J'ai des intentions politiques.
Ah voilà, allez-y, c'est très intéressant. J'ai des intentions politiques et je travaille en conséquence. Et je sais qu'un jour ou l'autre, même si je n'accède pas au pouvoir, disons, au pouvoir suprême, mais toujours est-il que je vais servir mon pays sous un autre ordre. C'est-à-dire que dans le domaine politique. Dans le domaine politique. À bon entendeur, salut. Il y a beaucoup de présidents d'associations ici dans la salle. Donc vous savez que vous avez là une dame qui veut demain être chef de l'État, la République de Côte d'Ivoire, c'est cela? Mais pourquoi pas, madame? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Écoute, ma vision, c'est l'UNICEF. C'est l'UNICEF? Je suis dans le domaine de la santé. Oui. C'est l'UNICEF. Et servir mon pays dans l'UNICEF. C'est formidable. On voit dans cette œuvre une détermination. C'est un caractère particulier que vous avez. Un caractère particulier, parce que vous êtes déterminé dans tout ce que vous faites. Vous êtes opposé de façon... C'était à quel âge quand vous êtes parti de... Vous avez refusé d'aller en vacances chez l'oncle Gaston. C'était à quel âge? J'avais 16 ans, 17 ans. Elle a décidé de s'opposer à toute la famille. J'étais seule. Oui, toute seule. À 16 ans, 17 ans. Elle est allée et elle a continué quand elle a abdiqué. Hein, elle s'est retrouvée avec Vincent. Ensuite, elle est partie de ce Vincent pour rejoindre son oncle, c'est cela? Et ce qui a provoqué votre départ de la Côte d'Ivoire, ce n'est pas le décès de votre aimé, votre bien-aimé? Je peux le dire, mais là, j'étais partie tout simplement pour reprendre l'école, parce que quand j'étais chez Vincent, je ne partais pas pratiquement à l'école. J'avais une borne, j'avais un chauffeur. Moi, ce n'est pas ce que je veux. J'ai des intentions. Le matériel ne me dit absolument rien. Mais ce que je veux, c'est la potentialité que j'ai en moi. Je veux l'exercer. J'ai un désir ardent de faire ce que je veux faire. Donc, ce matériel-là, je n'y ai pas participé à ces biens-là. Et ces biens, c'est comme si je ne suis pas part de ces biens-là. Tu vois? Donc, quel est le message que vous véhiculez aux dames qui sont là par rapport à la personnalité que vous vendez? Le message, il est... Aux dames, hein? Ensuite, vous allez parler aux hommes. C'est un message duel. Les hommes d'abord parce que ils sont chefs de famille. Oui. Ils ont des enfants, oui. Ils auront des filles. Et ces filles, désormais, ils ne savent pas où ces filles-là vont finir désormais. Oui. Et tu ne peux pas arrêter ce qui va commencer. Oui. Donc, tout ce qu'il faut faire, c'est de mettre tout à leur disposition, leur faire comprendre comment est-ce que la vie se déroule. Et il ne faudrait pas qu'il y ait un conflit entre eux et leurs enfants. Surtout si c'est des filles. Donnez-leur le choix. Et si ce choix, vous ne l'appréciez pas, essayez de discuter avec elles. Mais nous sommes traditionnalistes. Bon, la tradition, d'accord, mais comme je l'ai dit, nous ne faisons pas la part des choses parce que nous ne sommes pas dans les générations des années 50. Écoute, c'est une évolution, il y a des interpénétrations de cultures. Nous allons à l'école, nous embrassions de nouvelles cultures, mais ça ne veut pas pour autant dire que nous allons nous transformer et devenir comme ces gens-là. Mais au moins, nous laissons un pied en arrière et nous faisons la part des choses. Donc vous demandez aux hommes? Je demande aux hommes oui. La vigilance, la tolérance. Oui. Et même si vous n'aimez pas quelque chose, l'amour, ça naît. Ça s'apprend. Si on dit l'appétit vient à manger. Vous donnez ce conseil à l'oncle Gaston, c'est ça? Oui, parce que la femme, elle est quoi? La femme, elle est facile à flatter. Ah, je ne savais pas ça. Non, je te dis, tu peux aller où tu veux, tu peux faire tout ce que tu veux, mais quand tu arrives à la maison, donne-lui la place qu'elle réserve. Je te dis que tu pourras faire tout ce que tu veux, mais elle ne va jamais, jamais bouger de là où elle est. Oh, ça c'est bien pour nous. Voilà. À bon entendeur, salut. Amis d'Ivoire TV, je voudrais vous rappeler que nous sommes en compagnie de Laurent Bell, qui nous a produit cette œuvre qui nous parle de sa vie personnelle, l'histoire d'une dame qui a résisté à la tradition et à ses parents pour pouvoir se mettre en ménage avec la personne qu'elle aimait. Elle a dû sortir de ce ménage pour venir se mettre avec Vincent. Vincent qui est la personne qui lui a mené la vie véritablement dure. Aujourd'hui, Laurent Bell s'est révolté de tout cela. Elle a amorcé notre vie. Elle est partie de la Côte d'Ivoire. Elle a voyagé. Elle est allée en Europe. Elle est aujourd'hui aux États-Unis d'Amérique. Et son ambition, c'est de pouvoir aider la Côte d'Ivoire, servir la Côte d'Ivoire à un autre niveau. Vous aviez l'ambition depuis le lycée d'être responsable
politique. Vous l'avez dit dedans, depuis le lycée de Katiola, c'est cela? Oui, autant de Thomas Sankara. Thomas d'Aquin. Thomas d'Aquin. Oui. Et il s'est passé au lycée, j'étais maîtresse d'internat. Et on avait un principe, le lycée de Katiola, quand ça a été fondé, nous étions les premiers. Et je connais les principes et les règles de ce lycée-là. Mais c'est tout, je n'aime pas l'injustice, c'est ça le problème. Oui, ça transparaît ici. Les filles qui n'étaient même pas là pendant le jour où on faisait la fête, ces filles-là, elles ont été vidées de l'internat parce que seulement l'administration avait des comptes à régler avec ces filles-là. Oui. Et moi, je me suis opposée, étant maîtresse d'internat, j'ai fermé tous les deux toits. Et j'ai dit non, personne n'ira au réfectoire. Et ces petites filles de 6e qui veulent toujours manger quand il est l'heure, quand on sonne, moi j'ai payé de la nourriture, je leur ai dit allez-y manger. Et nous sommes allés chez le préfet. Émile Constant Bombé, il était le préfet en ce temps-là. Oui, et nous sommes allés chez lui. Il a dit bon, comme il est l'heure, vous allez partir avec l'administration et puis revenez. Mais il a fait venir Thomas d'Aquin. Et quand Thomas d'Aquin est venu, nous sommes allés à toute l'administration. Thomas d'Aquin a dit une phrase. Il a dit que quand le petit frère se bat avec le grand frère, devant le grand frère, on ne dit pas au petit frère que tu as raison. Mais souvent, vous les éducateurs, c'est vous qui provoquez des choses. Donc, allez-y. Et avant de partir, l'un de surveillants, M. Bané, me dit que non, tous les élèves et vous, tous qui avez manqué les devoirs, vous aurez 0. Moi, je suis remontée, j'ai dit, mais non, vous allez délivrer, nous sommes 110 à l'internat, vous allez délivrer les billets individuellement. Il n'est pas question de délivrer les billets collectifs parce que nous ne venons pas de la même classe. Ça, c'est de la révolte, ça. Non, ce n'est pas de la révolte. Ça dit quand la chose est là, il faut le dire. On ne tourne pas à gauche, on ne tourne pas à gauche. Elle pensait encore. She was thinking again? Hein? She was thinking again. She was having to think again. Donc, je reviens à vous. Nous allons parcourir, Laurent Bell, je vais parler un peu avec Victor. Nous allons parcourir un peu son œuvre qui, à mon sens, est philosophique. Hein? Est philosophique. Vous dites ici, quand nous revenons, nous prenons le chapitre de la vie dans le monde. Vous nous racontez l'histoire de deux personnes. Okay. Deux personnes qui ont ramassé de l'argent, c'est cela. Oui. Et une a eu de l'argent, elle a utilisé cet argent pour son compte personnel. L'autre a eu de l'argent, elle a remis cet argent aux autorités. Yes. Et quel est l'enseignement que vous voulez nous véhiculer? Parce que vous nous posez la question de savoir, ok, lequel des deux a bien agi selon nous, selon le lecteur? Voilà. Oui, quel est le message que vous véhiculez là? Ok, moi-même, je n'ai pas la réponse à cette question. Parce que j'ai commencé à dire que nous sommes la même chose. Nous sommes tous pareils. Mais c'est la manière de penser qui mène les différences entre les hommes et les hommes. Nous sommes tous venus aux États-Unis pour chercher l'argent. Ça, c'est pas faux. On est tous venus ici pour chercher de l'argent. Mais il y a des Ivoiriens, des Africains qui ont découvert de l'argent dans des cartons, dans des taxis, et ils ont remis ça aux autorités. Il y en a aussi, ils ont trouvé de l'argent quelque part, et ils sont partis, même il y a longtemps. Aujourd'hui, ils sont en train de faire de bonnes choses avec ça. On ne peut pas dire que quelqu'un a volé ou n'a pas volé. Moi, je ne peux pas juger. Je ne peux pas savoir qui a mieux agi que l'autre. L'essentiel est que c'est pour démontrer que nous sommes tous pareils. Mais la manière de penser, c'est ce qui fait la différence entre les hommes. Si tu as trouvé de l'argent, celui qui a trouvé l'argent, il est parti. Juste que je dis, on n'a même pas annoncé dans les journaux que l'argent de quelqu'un est perdu. Donc, ce qu'il a fait, peut-être c'est bon ou bien c'est mauvais, on ne sait pas. Moi-même, je suis beaucoup religieux. Mais dans ce livre, j'essaie de m'écarter de la religion. J'essaie d'éviter des idées religieuses. Non. C'est un peu philosophique. La vie dépend de toi-même. Ça ne dépend pas de ton patron ou bien ton président, ton ministre des Affaires, de tant. La vie dépend de soi-même. La vie est ce qu'on veut qu'elle soit, c'est ce que vous voulez dire? Yes. C'est ça. C'est pas parce que tu es resté en Côte d'Ivoire, tu as essayé de trouver les visas pour aller aux États-Unis, ça fait 10 ans que tu cours derrière un visa américain, que tu n'as pas trouvé, qu'aujourd'hui ta vie est gâchée. Non, c'est pas vrai. C'est pas parce que tu es en Amérique que tu as réussi. Non, c'est pas vrai. Tu as réussi en Amérique parce que tu penses bien. C'est la différence. Ce n'est pas parce que tu es en Afrique que tu es pauvre. Ce n'est pas vrai.
Il y a des richards en Afrique qui sont plus riches que des Américains même. Ouais. Donc tout dépend de notre manière de penser. Oui, mais vous parlez de... Vous dites dans l'œuvre que le bien-être social, quand je dis social, je parle de l'obtention, c'est-à-dire le fait qu'on ait beaucoup d'argent ne définit pas la liberté, voilà, ne définit pas le bien-être de quoi. Donc ça c'est un exemple que je donne, qu'on est tous venus ici pour chercher l'argent. Oui. Ok, donc ça c'est un exemple. Il y en a qui sont là, qui pensent que c'est l'argent qui fait la réussite de l'homme. Oui. Donc ils passent tout leur temps en cherchant de l'argent. Donc si dans 10 ans, si dans 1000 ans ils n'ont pas encore trouvé de l'argent, c'est qu'ils ont échoué de la vie. C'est pas vrai. Il y a des gens qui sont des professeurs des universités qui enseignent nos enfants pour qu'ils deviennent des médecins, des ingénieurs, des agronomes, tout. On ne peut pas dire que parce que le professeur n'a pas d'argent, il a échoué de la vie. Non. Il a pensé qu'il veut éduquer les enfants. Et aujourd'hui, il a réussi. Il a réussi en faisant ce qu'il a pensé. Donc, la vie dépend de nos pensées. C'est tout ce qu'il veut enseigner dans ce livre. Tout dépend de nos pensées. Si tu es ici, que tu as eu de l'argent, ce n'est pas parce que tu es en Amérique. Je vais répéter ça, ce n'est pas parce que tu es en Amérique. Tu peux avoir de l'argent aux États-Unis, tu peux avoir de l'argent en Côte d'Ivoire, au Ghana, au Nigeria, n'importe où que tu te trouves, tu peux avoir de l'argent. Tu peux avoir la réussite selon ta définition du mot réussite. Donc, si quelqu'un a réussi, on ne peut pas mesurer la réussite par l'argent, non. C'est-à-dire que vous ne donnez pas beaucoup de marge de manœuvre au lecteur. Parce que, oui, c'est-à-dire que selon ma conception de la réussite, j'ai réussi. Je vis dans des conditions misérables. Si dans mon esprit, je réussis, je réussis. Oui. Think again, c'est cela? Think again. Tu es ici aux États-Unis. Oui, tu dors dans un appartement qui coûte peut-être 1500 par mois. D'accord, c'est joli, c'est bien. Mais tu reçois peut-être 5000 par mois. Et à la fin du mois, 5000 est parti. Il y en a aussi qui reçoivent peut-être 2000 par mois. Mais ils sont en train de faire des réalisations au pays. Selon toi, tu as réussi aux États-Unis parce que tu t'habilles bien, tu dors dans une jolie chambre. Ok. Il y en a aussi qui pensent que non, lui, il est en train de réaliser des activités, des biens au pays pour arranger son peuple. Et lui-même, si demain il devient aveugle, par exemple, ou bien il vieillit, il peut repartir en Afrique pour être servi par les enfants. On a des idées différentes, mais chacun définit la réussite par sa manière de penser. Très juste. Qu'est-ce que vous pensez de ce qu'il vient de dire? Je pense que ce qu'il dit, c'est tout à fait normal, c'est logique ce qu'il dit, parce que elle pense encore, si tu vois vraiment que si vraiment tu penses que les conditions dans lesquelles tu vis, ce sont ces conditions-là qui te sont favorables, ou pas, tu dois y penser encore. Je pense vous qui avez beaucoup pensé, parce que vous avez pensé étant, en résistant je ne dirais pas les désirs, je dis aux injonctions de vos parents, vous avez pensé en partant rejoindre Vincent, vous avez pensé en quittant Vincent pour le Burkina, vous avez pensé en quittant le Burkina pour la Côte d'Ivoire, pensé en quittant la Côte d'Ivoire pour l'Italie, pensez, vous qui avez beaucoup pensé, qu'est-ce que vous pouvez dire aux éventuels lecteurs de ces deux œuvres? Enfin, comme il vient de le dire, la pensée, c'est-à-dire le désir d'être ce que tu es, c'est ce qui te fait trop penser. C'est ce qui te fait trop penser. Parce que si tu veux vraiment arriver là où tu dois arriver, tu dois y penser. Si nous sommes en Amérique aujourd'hui, on dit l'Amérique c'est le pays en tout cas le plus industriel, le plus avancé. Pourquoi? Parce que les gens ont pensé. Et c'est de cette façon qu'ils veulent être. Ils n'ont jamais cessé de penser. Au fur et à mesure que tu penses, au fur et à mesure que tu avances. C'est comme ça. Merci. Donc, le conseil que vous donnerez aux éventuels lecteurs de ces deux œuvres, c'est de penser chaque fois qu'on est en face de quelque chose, une situation, en face de toi-même, tes difficultés. Il ne suffit pas de courir de gauche à droite. Remets-toi en cause et réfléchis et pense encore. Merci. Victor, à la page... Oui, allez-y. Oui. Par exemple, il y a des femmes qui vivent dans des mariages vraiment mauvaises. Ouais. Il y a des femmes qui vivent dans des relations
dans des relations imprévisibles. Vous voyez, des mariages mal partis. Et elles ne sont pas bien dans les mariages, elles ne sont pas heureuses. Mais à cause de leurs pensées, elles restent dedans, elles demeurent dans une relation comme ça. Il y a des femmes qui sont frappées chaque jour par leur mari. Mais elles pensent que, il va changer. Ou bien, moi je suis une femme, c'est comme ça Dieu m'a créé, je dois subir tout ça. Donc, même quand on la frappe, elle est toujours dedans. C'est elle-même qui demande pardon à son mari, que, monsieur mon mari, je vous demande pardon, je sais que j'ai mal fait, tout ce que tu m'as fait ce matin-là, pardon, il faut m'excuser, je ne fais plus ça. Alors que lui, il est en train de t'abuser, il s'abuse you, vous voyez. Vous êtes contre l'autorité de l'homme dans le foyer? Non, c'est pas contre l'autorité, mais il faut bien penser. Peut-être tu dois appeler ton mari à réfléchir encore. Tu es en train de me frapper. Et si quelqu'un frappe ta fille comme ça, tu serais content? Oui. Donc on doit réfléchir. Si tu es dans une relation qui ne te convient pas, il faut penser encore. Peut-être tu dois quitter dans cette relation. Il faut avoir le courage de prendre des décisions qui te conviennent. Si toi tu prends tes décisions qui ne te conviennent pas, tu sais que c'est toi-même qui as pris tes décisions. Mais si quelqu'un te met dans une situation, tu sais que ça ne te convient pas et puis tu restes dedans, il ne faut pas accuser la personne qui t'a mis dedans. Il faut t'accuser toi-même. Parce que c'est toi-même qui as accepté d'être dans cette relation. Je comprends. Il rejoint carrément ce que vous avez dit dans l'œuvre. Voilà, je comprends pourquoi vous étiez là, c'est ça. Vous étiez en train d'acquiescer. Victor, je reviens à la page 19 de votre ouvrage. Vous dites ici, dans le second paragraphe, if you are doing all you can to live a good life but cannot obtain the desired result, it may be time to conduct a proper research into why your plan cannot succeed. Ça, c'est ce que vous êtes en train de dire, là. Oui. Voilà. As the saying, there is no place like home. Yes. What you mean? Qu'est-ce que vous voulez dire? There is no place like home. Vous étiez tout à l'heure en train de parler de, on ne peut pas vivre ici, établir une certaine comparaison entre la réussite, quand je parle de réussite en griffe, la réussite ici aux États-Unis, la façon dont nous la concevons, et la réussite en Afrique. Quand vous parlez de home, vous parlez de chez nous en Afrique? Non, quand on dit home, ce n'est pas nécessairement chez toi en Afrique. Si l'Amérique te convient très bien, c'est chez toi. Si c'est l'Europe qui te convient, c'est chez toi. Où tu t'établis ta vie, c'est là-bas qui est chez toi. Donc, si je suis né au Ghana, mais la Côte d'Ivoire me convient, c'est Côte d'Ivoire qui est chez moi. Donc, chez toi ne veut pas dire que c'est forcément en Afrique, ou bien à Daloa, ou Sikensi. Non, c'est le lieu qui te convient, c'est ça qui est chez toi. Donc, la question. Non, la question c'est... En fait, je pense que vous êtes en train de répondre à la question. Vous avez redéfini la maison. Parce que quand vous dites qu'on n'est pas... On est mieux que ce que je sois, vous êtes en train de... Je vous demandais si chez soi c'est mon pays, chez soi c'est ma ville natale, parce que vous étiez en train d'établir tout à l'heure une comparaison entre la vie ici aux États-Unis. Vous lancez essentiellement dans votre œuvre un message aux Africains qui sont venus aux États-Unis. Vous parlez de la vie aux États-Unis. Oui. Donc je pense que c'est ce parallélisme-là que j'essayais d'établir. Bien sûr, il y a beaucoup d'Africains qui sont ici aux États-Unis qui ne vivent pas mieux que leurs compatriotes qu'ils ont laissés derrière. Moi-même, je suis américain officiellement. Quand je rentre en Afrique, il y a beaucoup d'enfants, des gens que moi j'ai laissés derrière, qui vivent mieux que moi quand je rentre là-bas. Parce qu'ils ne peuvent pas venir soulever une voiture un matin pour payer. Mais ils sont là, ils paient des voitures. So you have to think again. So think again. Think again. Mamie, what do you want? Qu'est-ce que tu veux dans la vie? Tu vas en Afrique. C'est mes petits frères qui me conduisent partout. Ouais. Je vais en Afrique. C'est des enfants qui me servent. Ils lavent mes habits, on prépare pour moi. Mais quand ils rentrent
aux États-Unis, c'est moi-même qui fais tout. So you're thinking again? I need to think again. Yeah. Il doit penser encore. Merci Victor. Je voudrais remercier nos invités, dire à notre assemblée que c'est ouvert. Vous pouvez intervenir. Vous avez de façon succincte l'essentiel des différentes œuvres que nos deux auteurs nous présentent. Vous avez les thèmes, donc c'est ouvert si vous voulez intervenir, vous pouvez le faire. L'essentiel de cette œuvre s'adresse à l'éducation des enfants. L'éducation. Vous dites ici, à la page 20 exactement, les enfants aux États-Unis, children in America, have access to many great facilities and avenues. Our children, vous parlez des enfants en Afrique, c'est cela? Ou bien ici. Our children do not enjoy freedom like other children do around the world. Donc vous parlez de nos enfants ici. Nos enfants ici. Pourquoi vous établissez cette opposition? Ok. Beaucoup pensent que les enfants aux États-Unis sont mieux par rapport aux enfants qui sont en Afrique. Parce qu'ici, il y a beaucoup de facilités. Quand les enfants vont à l'école, il y a des ordinateurs, ils utilisent, les enfants, on a accès à plusieurs choses que nos enfants en Afrique n'en ont pas. D'accord. Mais la vérité est que tout vient d'ici. Tout vient d'ici. C'est toi qui regardes les choses comme tu vois. Vous voyez. En Afrique, les enfants s'amusent. Les enfants s'amusent dans les quartiers, même dans la nuit. Dans la nuit, souvent, c'est quand nous, on est prêts à les dormir, qu'on crie pour appeler nos enfants. « Hé, Daouda, viens dormir !» Mais parce que les enfants ont la liberté, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Mais ici, ce n'est pas comme ça. Les enfants qui s'amusent même à l'école, même souvent, leurs parents sont là pour les assister. Parce que si tu fais un petit défaut, ton enfant est parti. Donc, où est la liberté? Where is the freedom? Ouais. Qui a la liberté? Celui qui vit aux États-Unis ou bien celui qui vit au Burkina Faso. Donc la vie dépend de nous, nos pensées, pas l'endroit. L'endroit n'est rien. Nous-mêmes, on peut arranger notre endroit en Afrique pour que demain, nos enfants ne viendront plus ici. Ça peut se passer. Ouais. Donc on doit commencer à penser encore, penser encore, pense encore, mes chers frères et sœurs. On doit penser. On doit penser. Il y a beaucoup d'Africains qui sont bloqués ici. Ce n'est pas parce qu'ils n'aiment pas l'Afrique. C'est parce qu'ils veulent réaliser des biens, beaucoup d'argent avant de repartir. Mais cet argent ne vient pas. À cause de ça, ils sont bloqués ici. Ouais. Donc, est-ce que ceux-là, ils ont la liberté? Ouais. Non. Est-ce qu'ils ont la liberté? Non. Donc, on doit réfléchir. On doit réfléchir, mes chers frères. C'est toi-même qui as décidé de venir aux États-Unis. Si demain tu décides de repartir, c'est à toi de prendre tes décisions. Tu n'es pas obligé d'aller rendre compte à quelqu'un en Afrique que, oh bon, moi je suis allé, j'ai travaillé 10 ans, j'ai gagné un peu. Voilà. Non, tu n'as pas quoi de rendre à quelqu'un. C'est ta vie personnelle. Vous voyez, il faut te donner la liberté de choisir ce que tu veux. Parce que c'est en choisissant ce que tu veux que tu te rends heureux. C'est exact. Nous sommes d'accord sur le principe de penser encore. Mais dans cette œuvre, vous développez des thèmes qui sont sujets à discussion. Okay. Vous parlez de la discrimination. Okay. Vous nous dites ici, à la page 22, la discrimination in itself is not a bad thing. La discrimination n'est pas une mauvaise chose. Expliquez-nous pourquoi la discrimination n'est pas une mauvaise chose. Non, je vais dire simplement que, en tout cas, dans la vie, tout le monde discrimine. Everybody discriminates. Yeah. C'est-à-dire, si par exemple, moi je rentre dans une salle et puis on est en train de danser, si parmi les femmes qui sont là, s'il y a une femme qui est ghanéenne par exemple, j'aimerais danser avec la femme ghanéenne par rapport aux autres femmes, parce que c'est que peut-être on danse dans la même manière. Ça c'est discrimination. Ouais, ça c'est discrimination. Donc discrimination n'est pas toujours négative. Si tu viens aux États-Unis, tu dois coopérer avec des gens. Si tu es ivoirien, que tu côtoies les Ivoiriens, c'est une forme de discrimination. Mais ce n'est pas une mauvaise chose, c'est une bonne chose. Donc, si les Blancs aiment les Blancs contre les Noirs, bon, ça c'est leur choix.
Mais il ne faut pas dire que c'est parce qu'on fait discrimination qu'aujourd'hui ta vie est gâchée. Non, ta vie est gâchée parce que toi-même tu penses mal. Tu penses mal. Donc il faut penser encore. Si discrimination ne te convient pas, mon cher frère, tu es libre de faire quelque chose, de prendre une décision, de prendre ta disposition. Ouais. Think again. Think again. Nous reviendrons à vous, Victor, tout à l'heure, parce que vous parlez de la religion. On peut être chrétien et puis vivre dans les pays islamiques. Vous allez nous expliquer un peu cela, parce que nous savons que dans les pays islamiques, tout à l'heure, on reviendra à vous. Okay. Parce que vous êtes déterminé à expliquer. Vous êtes... Hein, Laurent Bell, qu'est-ce que vous pensez un peu de ce qu'il a dit? La discrimination surtout. Oui, la discrimination, comme il a dit, elle peut être positive, elle peut être négative, comme il a dit. L'homme s'associe souvent par référence et par reconnaissance. C'est-à-dire, comme il a dit, je rentre dans une salle, nous sommes assis là. Si j'entends une sœur qui parle mon ethnie, je suis tout de suite attirée parce que je me confonds à elle. Tout de suite, j'arrive à dire que, oh, voilà, j'ai une référence là. Et puis, je m'accroche. C'est comme ça. Donc la discrimination, souvent, elle est bonne, mais souvent, elle est mauvaise. Elle est mauvaise quand elle dépasse quand même les limites là où ça doit être. Ça doit être avec une certaine ambition d'abus. C'est autre chose. Ok, donc la discrimination, donc les limites de la discrimination, c'est quoi, vous avez dit tout à l'heure? Oh, je dis les limites de la discrimination. Quand c'est un abus, quand ça devient un abus, là ça dépasse les bornes. Ok, merci. Venons maintenant à votre œuvre. Vous voyez à la page 7 de votre œuvre ici, vous nous faites un peu une étude sociologique. Vous nous dites que le peuple Wè est venu du Libéria, est composé d'immigrants venus du Libéria depuis 1889. Yeah. C'est une information que nous n'avons pas. Expliquez-nous un peu. En fait, quand tu lis l'histoire de la Côte d'Ivoire, comme les Baoulés venus du Ghana, la Côte d'Ivoire, elle est peuplée d'une immense immigration. Les Sénoufos qui sont venus du Burkina, nous avons Aboundiali, ceux-là aussi, qui sont venus, même la population venant de la Sierra Leone qui ont migré, parce que quand tu vas à Aboundiali, tu retrouves les mêmes camarades, tu les retrouves encore en Sierra Leone. Quand tu vas à Banfora, tu retrouves les mêmes Sénoufos à Korogo. Et quand tu vas au Libéria, tu retrouves, il y a un groupe d'ethnies que tu retrouves là-bas qui portent les mêmes noms que les Yakuba qui sont à Mans. Et même à partir de tous les peuples déjà même, il y a une interpénétration des langues qui est là. Et donc c'est ce qui vous fait dire que les Wè sont essentiellement composés de... Tu as le bas, tu as, comme on le dit, le bas cavalier et le haut cavalier. Tout ça, c'est le groupe Krou. Et le groupe Krou, ils viennent de là. Ils viennent du Libéria. Ok. Vous nous dites ici, à la même page, que selon nos ancêtres, le mariage, je reviens là-dessus parce que c'est de ça qu'il s'agit. C'est ça. Le mariage qui n'a pas la bénédiction des parents, est un mariage qui n'est pas apprécié par Dieu. Voilà. Voilà, j'aurais voulu que le mot sorte de vous. Je donne. Yeah. Donc, la première union que vous aviez, vous saviez que cette union n'était pas appréciée par Dieu. Nous savons un peu religieuse. Ouais. Oui. Donc. Je m'explique par là. Je donne le cas de ma grand-mère. Ma grand-mère, elle a été mariée à l'âge de 13 ans à mon grand-père. Parce qu'elle a été remplacée par sa sœur qui allait chez elle et elle a eu un accident. Et puisque la dot a été donnée, elle a été remplacée. Elle a grandi dans la famille de mon grand-père, que j'ai précisé ici. Oui, oui, oui. Et quand elle a atteint l'âge de la puberté, elle s'est mariée à mon grand-père. Mais mon grand-père ne l'a pas négligée. Elle est restée d'abord l'unique femme de sa vie jusqu'à ce qu'il meure, jusqu'à ce qu'il devienne chrétien. Donc, le mariage... Ça, c'est une exception, hein? C'est une exception. Mon grand-père, il est protestant. Il était le seul protestant dans la région dans le temps, d'ailleurs. Ah, vous avez dit ici qu'il y a des chrétiens et des musulmans dans votre famille? Voilà, dans mon famille. Oui. Voilà. Et donc, c'est parce que votre grand-père... Donc, ça explique beaucoup de choses. Moi, je suis d'une génération guinéenne. Nos origines, nous sommes des Guinéens. Mon arrière-grand-père était un Guinéen qui a été un commerçant guinéen qui s'est implanté en Côte d'Ivoire pendant des années. Et il s'est marié aux femmes ivoiriennes, il a eu des enfants, les petits-enfants, et c'est comme ça. Donc, dans ma famille, nous sommes mixés.
Est-ce que c'est pas parce que... Il y a des musulmans, il y a des chrétiens, non, on n'a aucun problème. Est-ce que c'est pas parce que votre grand-père a eu une femme unique que vous avez décidé de vous révolter contre la tradition? Mon grand-père maternel, il a eu une femme. Ma grand-mère était la seule femme qu'il a. Quand bien même qu'elle était à l'âge, elle est venue chez lui à l'âge de 13 ans. Et à 18 ans, quand elle s'est mariée à lui, il ne s'est jamais plus remarié. Elle est venue à 13 ans. À 13 ans, elle a grandi, elle est restée 5 ans plus tard. Et puis elle s'est mariée, ils ont fait les... Vous savez pourquoi je vous pose la question? Vous, à quel âge vous aviez été donné à Vincent en mariage? J'ai cru en ça parce que je prends l'exemple de ma grand-mère. Donc je me suis préférée, j'ai accepté, je me suis dit que... Non, je veux dire, à quel âge vous aviez... À 16 ans. Non, vous aviez accepté d'aller chez Vincent à 16 ans? J'ai accepté parce que... Mais avant ça, vous aviez été donné en mariage à Vincent, c'était à quel âge? Oh, c'est à partir de parce qu'il m'avait grandi, il était le protégé à mon oncle, donc il y a longtemps il m'observait. Voilà. Mais moi je... Et c'est que d'ailleurs, ce qui m'a fait révolter, c'est que je me suis dit, mais tiens, il était devenu presque comme un frère pour moi, comme un oncle pour moi. Ouais. Donc pour moi, il y avait une certaine familiarité et je ne pouvais pas m'imaginer un jour que ça pouvait arriver. Non, mais je dis non. Donc, quelque part... Je viens ici à cette œuvre. Je voudrais vous inviter, amis d'Ivoire TV, vous dire que nous sommes avec Laurent Bell et Victor, qui sont là pour nous présenter ces deux œuvres qui nous parlent de la pensée et de la vie, essentiellement pour Laurent Bell, de la tradition et de la révolte contre des principes traditionnels, c'est cela, hein? C'est un principe traditionnel. C'est un principe traditionnel. Ce n'est pas tous les principes traditionnels, je le précise. Je sais. Ce n'est pas tous les principes de tradition qui sont négligeables. Oui. Donc, c'est comme ça. Voilà. Je voudrais vous citer le professeur Amadou Ampateba. Yeah. C'est quelqu'un qui vous a influencé dans votre formation. Influencé, et comme il a dit, quand un vieillard meurt, c'est toute une bibliothèque qui brûle. Le griotisme, ça c'est une chose. Et la tradition aussi, quand bien même qu'elle n'est pas du griotisme, mais la tradition, elle nous inspire des choses qui sont passées. À travers la tradition, nous pouvons connaître ce qui s'est passé. C'est pourquoi j'ai dit que j'aime la tradition, parce que la tradition, c'est la base de l'éducation. Je te donne l'exemple de ma mère, elle était très sévère. Elle était très sévère dans l'éducation, parce que si je ne prépare pas, ben là, c'est grave. Et si je suis fatiguée, elle va dire, tu vas le faire, tu vas le faire. C'est l'éducation de la femme. Et aujourd'hui, bon, je vois vraiment ce qu'elle a fait. Je l'approuve parce qu'aujourd'hui, bon... L'approuve tout? Oui. Tout ce qu'elle a fait? Tout ce qu'elle a fait, je l'approuve parce qu'avant, je ne l'approuvais pas. Mais maintenant, je l'approuve parce que partout où je vais, je suis autonome. Oui. Et quand vous dites que vous approuvez tout ce qu'elle fait, tout ce qu'elle a fait, je sais que dans l'œuvre... femme dans le foyer, ce que la femme doit faire dans le foyer. C'est-à-dire, tu dois préparer, comment tu dois servir ton mari. Il n'y a pas question, maman, que tu dises que je suis fatiguée, mon grand frère est là. Non, tu es la femme. C'est toi qui dois faire le domestique. C'est la tradition. Parce que demain, quand tu vas te marier, il faut que tu le saches. Si tu ne le sais pas faire pendant que tu es là avec moi, ce n'est pas demain, quand tu vas te marier, que tu le sauras. Donc, vous approuviez tout ce que votre mère faisait, vous éduquait. Je l'approuvais. Mais j'ai vu que c'est votre mère qui vous avait demandé de vous mettre avec Vincent pour ne pas jeter l'opprobre sur elle. Voilà. Mais vous vous êtes opposé à cela. Je me suis opposée à cela. L'opprobre, c'est parce que j'étais la première née d'abord. Je n'étais pas la première de ses enfants, mais j'étais la première des filles. Oui. Et dans la tradition, ouais, comprenez quand même, la tradition ouais, est à peu près comme la tradition musulmane. Oui. La jeune fille, à un certain âge, elle doit être mariée. Et si tu n'es pas mariée à cet âge-là, tu deviens une réputation, c'est pas bon. Dans le temps passé, c'est pas bon. Et donc c'est ce qui posait problème. Voilà, c'est ce qui posait problème. Et ça peut créer conflit. Oui, Laurent Bell, nous avons des intervenants dans l'audience. Je voudrais... oui, allez-y, monsieur. Je vais oui, vous adresser à... à qui la question est adressée Bonsoir, moi c'est Yves Bambara. Et bon, je suis mastering en biomédical à City College. Et je suis également, je travaille pour l'immigration des États-Unis. Donc bon, ma question s'adresse aux deux invités. Je voulais vous demander, elle a tantôt parlé, comme beaucoup d'Africains d'ailleurs, qu'un tel peuple vient de telle région, de tel lieu. Et nous savons qu'avant 1847, congrès de Berlin, l'Afrique, les frontières n'existaient pas. Alors nous étions tout court des Africains. Moi, quand je prends en référence moi-même, je vais me retrouver à Tombouctou.
Et d'autres Américains font la connotation, lorsqu'ils entendent mon nom Bambara, ils disent Barack Obama. Donc, il y a une familiarité. Ça veut dire que, est-ce qu'il est toujours bon, en tant qu'Africain, si nous voulons réellement l'avancer dans le continent, de continuer de penser, de parler qu'un tel peuple vient de telle région? Et ce n'est pas tout simplement dire que nous nous sommes déplacés. Première question. Deuxième question, pour madame, vous avez quitté une relation, vous ne nous avez pas dit, bon, nous qui n'avons pas encore lu l'ouvrage, nous ne savons pas si vous avez eu des fruits de votre relation qui était perturbante. Je parle des descendants. Si vous avez eu des descendants, quels sont les sorts? Qu'est-ce que vous avez fait pour les intégrer, pour intégrer ces êtres qui n'ont vraiment, je peux considérer comme des victimes de votre relation? Qu'est-ce que vous faites et quels sont les conseils que vous donnez à d'autres qui sont vraiment dans cette situation, surtout les enfants? Parce que les enfants ne choisissent pas une situation. Merci. Merci. On pourrait prendre 2 ou 3 intervenants. Ouais, un par un. Allons-y, allons-y. Okay. Oui, on continue. D'accord. Rapidement, à mon essence, Africain, c'est africain. Si tu es né en Côte d'Ivoire, au Ghana, au Nigeria, n'importe où, surtout quand on se trouve à l'étranger, on doit s'adresser comme des Africains. Voilà. La division, des divisions comme des Ivoiriens, des Ghanéens, aux États-Unis, ça ne nous convient pas, ça ne nous aide pas. Donc quand on se trouve ailleurs, au moins ailleurs, au dehors de notre continent, on peut s'adresser comme des Africains. C'est mieux comme ça. On a de toujours insister sur les détails. Les Ivoiriens aiment ça beaucoup. Toi, tu es Ivoirien du lac de quelle région? Toi, tu es Baoulé de quelle région? Baoulé même, il doit spécifier en détail. Baoulé de... Non, on peut éviter certains détails, vous voyez. Nous sommes des Africains, là c'est la première des choses. Si tu es Ivoirien, que tu veux établir un business au Ghana, tu vas au Ghana, tu commences à faire tes business. Si tu es Ghanéen, tu viens en Côte d'Ivoire, tu veux établir quelque chose. Tu viens en Côte d'Ivoire, il faut respecter les lois, c'est tout. Sinon, africain, tu es africain. Tu vas n'importe où, tu es africain, tu es noir comme tout le monde. Et puis tu fais tes affaires. Mais il faut respecter la loi. Il ne faut pas aller voler. Tu es Ghanéen, tu vas en Côte d'Ivoire, tu t'en vas voler des cars des gens pour aller faire taxi au Ghana. Des trucs comme ça, ça ne nous aide pas. Il faut respecter la loi, il ne faut pas faire du mal à quelqu'un, mais tu t'adresses comme africain. Moi, c'est mon avis. Oui, mais pour vous, tous les hommes sont pareils, donc ça s'explique votre... Yes. Nous sommes tous pareils. Tu vois, tout le monde est tenté à avoir la vie facile. C'est à cause de ça, il y en a qui veulent voler, il y en a qui veulent tuer pour en avoir. Tout ça, c'est des tentations humaines. Mais si tu es correct, tu vas éviter de faire du mal aux autres. Tu vois? Nous sommes tous pareils. Nous sommes tous des gens qui ont besoin de l'argent, de vivre mieux par rapport à ce que nos ancêtres ont fait. Mais cela ne veut pas dire qu'il faut faire du mal à ton prochain pour pouvoir évoluer. Merci. Allez-y, Laurent Bell. Alors moi, je pense que, si je me permets ce mot, l'originalité, les origines, c'est beaucoup plus important. Quand bien même qu'on se considère tous comme africains, les origines sont beaucoup plus importantes parce que ça nous permet de déterminer au juste là où nous venons. Et souvent, il y a des traits, des caractéristiques qui nous poursuivent dans la vie et nous devons savoir pourquoi. Moi, je me suis intéressée parce que je me suis dit, mais comment c'est fait que dans ma famille, il y a des musulmans, mes tantes, il y a des noms, Fanta, Maria, tout le monde, ça prie et puis bon, il y en a. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il fallait que je demande parce que je n'y comprenais rien. Et c'est comme ça que j'ai commencé à demander à mon grand-père, mais au juste, on porte des noms du là, et je ne comprends pas. Il m'a expliqué. Moi, je suis quelqu'un, peut-être que si j'étais un homme, j'allais hériter de mon grand-père, mais j'aime beaucoup m'accrocher à eux et apprendre beaucoup d'eux. Donc, l'originalité, pour moi, c'est beaucoup plus important. Ça te permet de t'identifier. Pas dans la dissociation, mais dans l'assemblage. Ouais. Et secondo, pour les enfants, comme il a dit, malheureusement, bon, je n'ai pas eu d'enfants dans ce mariage, comme le frère Victor l'a dit, tout vient de là. Et même, il s'est trouvé par moment où mon mari cherchait, si je prenais des pilules, je n'en prenais pas, mais tout était physique. Moralement,
c'était déjà ancré dans ma tête. Donc, heureusement, vous n'avez pas eu d'enfant. Je n'ai pas d'enfant. Parce que c'était dans mes pensées que je ne veux pas avoir d'enfant. C'est formidable, oui. Notre émission tire à sa fin. Je voudrais vous préciser, amis d'Ivoire TV, que notre émission tire à sa fin. Nous allons prendre maintenant des questions dans l'audience. Nous allons prendre... voilà, allez-y. Oui. Oui. Est-ce que je dois vous donner quoi? Oui. Non, il ne faut pas... Voilà, il faut... Allez-y. Vous présentez. Je suis M. Diakité, président de l'Association des Nations Unies pour la Côte d'Ivoire. Voilà, c'est cela, c'est important. Ma question va d'abord à mademoiselle ou madame Lambert. Oui. Vous êtes mademoiselle ou madame? Mademoiselle. Bien, mes respects mademoiselle. Je sens que vous êtes à la fois une révoltée, mais vous n'êtes pas vraiment révoltée, parce que vous êtes un peu ambigu pour moi. Puisque vous dites que vous reconnaissez que le mariage qui n'est pas approuvé par la famille n'est pas un mariage béni. Selon les ancêtres. Je ne reviens pas aux ancêtres, nous ne sommes pas autant des ancêtres. Parce que vous dites que selon les lois de la nature, on évolue. Ok? Donc ici, nous ne sommes plus autant des ancêtres. Donc vous dites que un mariage qui n'est pas, du moins vous approuvez qu'un mariage qui n'est pas béni par la famille n'est pas un mariage qui est accepté par Dieu et donc pas béni du tout. Mais dans le même sillage, vous vous révoltez contre vos parents parce qu'ils vous ont forcé à vous donner à quelqu'un. Et vous dites, en plus encore, vous appréciez votre mère qui vous a donné une éducation de femme, mais une éducation de fer, parce qu'elle était décisionnaire. Et ça, vous appréciez ça, parce que ça vous a aidé. C'est pour ça que j'ai dit que vous êtes un peu ambigu pour moi, puisque en même temps que vous approuviez ce que votre mère a fait pour vous, et vous vous révoltez en même temps. Je m'explique. Je voudrais un peu une explication. Et ça, cette question s'adresse à vous. Maintenant, quand ça concerne M. Victor... Victor j'apprécie bien ce qu'il a écrit, ses pensées. Think again. C'est très profond. C'est very deep. Mais M. Victor dit que la discrimination peut ne pas être une bonne chose, mais c'est une bonne chose. En fait, c'est une bonne chose. On peut avoir une discrimination positive, comme la discrimination aussi peut être négative. C'est selon la manière dont tu le prends dans ton subconscient ou bien dans ta conscience. Et quand il dit, bon, la réussite, ce n'est pas forcément l'accumulation de biens physiques ou bien de biens matériels. Et que on peut être heureux en étant heureux dans sa tête. Alors, je voudrais bien savoir comment est-ce qu'on peut être heureux dans la pauvreté, même si on est heureux dans sa tête. Voilà, c'est ma question. Je commence. Oui, elle va commencer. C'est M. Diakité, oui, M. Diakité. Monsieur Diakité, je vous remercie infiniment. Ça rejoint la question du contraste. C'est une question de contraste que vous avez soulevée, l'ambiguïté. J'ai bien précisé dans le livre, j'ai dit selon nos ancêtres, entre guillemets, selon eux, ça c'est pas ma pensée, ça c'est leur pensée. Selon eux, un mariage n'est béni que quand cela est approuvé par les parents. Moi, je ne pense pas de cette façon. Eux, ils sont d'une autre génération. Moi, je ne fais pas d'une autre génération. Le choix que moi je fais, c'est ce choix que j'approuve, que ce choix m'est convenable, ce choix est béni. Mais eux, le choix qu'ils ont fait, ils approuvent que ce choix, c'est ce choix qui est béni pour eux. Mais nous sommes dans un contexte différent, dans deux générations différentes. Une génération passée et une génération nouvelle qui est en contact avec la nouvelle société. Je ne dis pas que la nouvelle société m'a influencé, mais moi, c'est ma conception de mariage. Et comme le frère l'a dit, j'ai réfléchi. J'ai mûri d'esprit.
Et donc, je pense que ce qu'eux considèrent comme bénédiction, pour moi, ça n'est pas une bénédiction. Parce qu'ils ne savent pas la personne à qui il me donne, ce qu'il a dans le cœur. Je ne le connais pas. On ne s'est pas côtoyé. Ils ne le connaissent pas. Peut-être que physiquement, l'apparence peut les tromper. Mais au fond, qu'est-ce qui se passe? Et c'est ce qui s'est démontré. Et je reviens encore pour ma mère. Je dis bien qu'elle est très imposante parce que l'éducation de la femme en matière de cuisine, en matière de domestique, c'est là que je vais en venir. C'est-à-dire, une femme doit préparer, elle doit préparer. Il y avait seulement que mon grand frère à la maison, et quand elle me disait, il faut piler le riz, après avoir pilé le riz, tu vas préparer, et quand bien même qu'on a fini de faire des tonnes de barriques d'huile rouge, comme vous savez, l'extraction de l'huile rouge, c'est difficile. Et on finit tout ça, et puis elle va me dire, il faut piler le riz. Moi, je lui dis, mais je ne suis pas lassée, voilà mon grand frère. Il dit, mais non, ce n'est pas ton grand frère qui va se marier demain. Et c'est sur ce point-là que je vais en venir. Et donc, je pense que j'ai été quand même claire dans l'explication de votre question, si je me permets. Sinon, s'il y a d'autres ambiguïtés, vous pouvez me laisser lever. Nous allons, notre émission tire à sa fin, comme je le disais. Nous allons... Oh, oui, vous allez parler maintenant. Ah oui, c'est vrai. Le frère Diakité, merci pour la question. Je vais dire simplement que la pauvreté n'est pas manque du bien matériel. Quand on dit pauvreté, ce n'est pas parce que tu n'as pas une grosse voiture, ce n'est pas parce que tu ne dors pas dans une grosse maison. Ce n'est pas ça qui est la pauvreté. La pauvreté, c'est la manière de penser. Toi, tu penses que tu es pauvre, donc tu es pauvre. Il y a des gens qui ont de l'argent dans leur poche, mais pour payer nourriture même, c'est pas là. C'est la manière de penser. De toute façon, tu réfléchis, c'est ça qui te rend pauvre ou riche. Il y a des gens qui n'ont rien, mais ils se sentent riches. Il y a des gens, même quand tu les vois, personne ne te dit qu'ils sont riches. Peut-être qu'ils n'ont rien, mais quand tu les vois, l'esprit, leur manière de s'exprimer, ils ont beaucoup de confiance, ils ont beaucoup de courage. C'est ça qui fait la richesse de l'homme. Ce n'est pas les biens matériels. Donc si quelqu'un n'a pas de biens matériels, cela ne veut pas dire qu'il est pauvre. La pauvreté n'est pas manque de biens matériels. Merci. Oui, voilà, ça suscite beaucoup d'interventions. Je voudrais, on va plus ou moins centrer l'émission. Vous allez poser votre question. Voilà. Nous allons prendre... Oui, allez-y. Ouais, allez moi, je vais plutôt... Soyez un peu succinct, de telle sorte que nous puissions gagner du temps. À Victor, parce que vous avez parlé de penser, think again. Je ne sais pas s'il ne faut pas dire réfléchir. Parce que peut-être penser, on pense. Mais peut-être il faut le mot réfléchir. Et là, j'arrive quand même, même en réfléchissant, dans votre explication, vous ne m'avez pas convaincu sur la définition de la réussite et de l'échec. Quelles sont les mesures que vous donnerez à la réussite et puis effectivement à l'échec? Moi, c'est vraiment ma question est très simple parce que je sais c'est philosophique ce que vous dites, mais je ne suis pas vraiment trop satisfait parce qu'il y a beaucoup de choses que je vois. Il y a même l'imagination, vous n'en avez pas parlé, donc je suis un peu confus. Merci. On a peut-être pas abordé cela. Ok, avant de venir sur ta question, je vais faire une allusion à la question qui a été posée à Laurent Baird. Laurent Baird a quitté son foyer ou bien les mariages. Ce n'était pas une révolte contre la tradition. Elle a rebellé contre la personne qu'on lui a donnée. On lui a posé quelqu'un qui ne correspondait pas à son esprit, à sa manière de penser. Vous voyez, donc elle a révolté contre la personne, pas la tradition. La tradition n'encourage personne de maltraiter sa femme. Vous voyez, donc on n'a pas fait ça. Bon, on vient sur ta question. La réussite commence par notre pensée. On prend un exemple. Quelqu'un se lève, il finit BPC en Côte d'Ivoire, il décide d'aller aux États-Unis. Tu t'en vas faire quoi? Il y en a qui se posent la question. Il m'en va faire quoi? Bon, il m'en va étudier, avoir des diplômes, trouver un bon travail, travailler pour l'ONU par exemple, revenir ici comme un ancien diplomate de l'ONU,
si tu as fait tout cela, que ça a été le cas, tu as réussi. Parce que tu as vécu l'expérience que tu avais tracée pour toi-même. Maintenant, tu vas aux États-Unis, tu t'en vas faire quoi? Bon, il m'avait cherché du boulot. D'accord, tu arrives aux États-Unis, tu cherches du boulot. Quel genre de boulot? Toi-même, tu ne sais pas quel genre de boulot que tu viens chercher. Donc, tout ce que tu trouves, tu le fais. Tout ce que tu trouves, tu le fais. Après 10 ans, tu n'as rien achevé. Si tu vas au pays, on te demande, tu faisais quoi aux États-Unis? Moi, j'étais chief executive, executive director, par exemple. Tu dis quelque chose. Executive director dans quoi? Bon, en tout cas, tu cherches à expliquer. Tu as fait quoi, précisément? Ouais, toi-même, tu n'as rien à donner. C'est ça qui est l'échec. Parce que tu es parti aux États-Unis sans savoir ce que tu voulais, tu t'en vas faire. Donc, tu es venu à cause de ce manque de pensée. Tu fais de n'importe quoi. Tout ce que tu trouves, tu le fais. Tout ce que tu trouves, tu le fais. Quand tu gagnes un peu, tu bouffes et puis tu dors. Ça, c'est l'échec. Parce que tu n'as pas achevé à quelque chose. Mais si tu sais ce que tu cherches, que tu as réalisé, c'est ça qui est la recette ou bien la réussite. J'espère que vous m'avez bien compris. Merci. Oui, allez-y, monsieur Sompoy. Non, allez, non, nous avons le temps, c'est cela. On fait signe qu'on peut continuer. Voilà. On va peut-être... Non, ne vous éloignez pas du tout. Mettez-vous là de ce côté. Mettez-vous en face de la caméra là-bas. Mettez-vous ici. Et vous vous tournez, vous regardez cette caméra derrière. Ok. Voilà. Merci. Bonsoir à tous. Oui, bonsoir. Merci, chers invités. Je commence par ma petite sœur, Laurent Belf. Je crois qu'elle parle de la tradition et tout ce qu'elle a dit, je crois que nous sommes de la même direction. C'est clair. Et le seul point que je voudrais relever, tout simplement, c'est le fait qu'elle a dit les Ouè venaient du Libéria. Bon. Pourtant, les études ne sont pas encore bien claires à ce sujet. Et mon père spirituel, le professeur Georges Nyangorambois, a fait, disons, la découverte des pierres de Goïtafla, ce qui exprime que le peuple appelé Krou occupait cet espace, là où il se trouve aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Parce que la datation, alors elle va au-delà de la naissance de Jésus-Christ. Donc, nous sommes sur cet espace. Et puis, un autre aspect qui m'a plu dans ton intervention, que tes origines aussi seraient guinéennes, moi-même qui suis là. Je l'ai toujours expliqué. On me connaît Sompoy, Baya, Bruno. Mais pourtant, je suis un Djoula aussi. Neta Fatcheni Atorotoré. Et puis, s'il vous plaît, c'est très sérieux. Ma famille, le nom, c'est Blapan. C'est-à-dire, par la linguistique, nous pouvons déterminer, c'est-à-dire expliquer les phénomènes de la société. Et Blapan, Bla veut dire forgeron, et Pan veut dire Djoula. Dans la langue oué, appelée injustement Robert Aiguéré. Ça, c'est des choses qu'il faut bien retenir. Le jour qu'on sera sur la même longueur d'onde, en gardant ça en nous, alors on pourra progresser et on va essayer de casser les barrières de la discrimination un peu partout. Merci. Un autre aspect, monsieur Victor, qui est synonyme, même nom que mon père, père son âme, parce qu'il est parti, il a eu 95 ans. Oui, je te souhaite autant. Donc, je voudrais, par ton développement, te poser une question, mais en tant que professeur des arts plastiques et d'histoire de l'art. Sinon, pour la présentation, on peut aller au-delà de cela, mais quand même, j'ai une image à te présenter devant tout le monde. Cette image, c'est l'église de Magdebourg en Allemagne. Et lorsque vous la tournez, en tant que ouais, vous voyez un masque, un visage d'un masque ouais. Je n'ai pas dit masque chinois, ni les Incas d'Amérique du Sud.
question. Qu'est-ce que vous pensez? Yeah. Ah, ok, sorry. Qu'est-ce que vous pensez, Victor? Non, je suis séduit par votre manière, un Ghanéen qui parle très bien le français, je suis séduit. Et du point de vue intellectuel, il y a une très bonne convergence. Alors, donc, c'est à ce titre que je voulais vous présenter cette image pour faire un développement. Je vous remercie. Merci. Vas-y. Vas-y. Ok, comme on n'a pas beaucoup de temps, je vais couper tout court. Tout ce que nous faisons dans la vie commence par ici. Les Blancs sont venus en Afrique, ça c'est une petite histoire. Les Blancs sont venus en Afrique pour nous vaincre, pour nous dominer. Vous voyez. Mais tout ce qui est bon en Afrique, ils ont pris, ils ont accepté en cachette. Ils nous disent que vous faites des trucs diaboliques et les consorts. Mais pourtant, tout ce qui est bon, ils ont pris ça. Il y a des choses qui sont actuellement Buckingham Palace, qu'ils ont volé en Ashanti. Mais si on vient, les prêtres viennent devant nous, on nous dit que non, l'or est du diable, des trucs comme ça. Donc si tu vois que masque par exemple, une église en Allemagne a mis les masques à l'envers devant leur portail. Vous voyez qu'ils savent qu'il y a quelque chose dedans. Il y a quelque chose qui peut bénéficier les gens qui adorent Dieu là-bas. Donc il met ça là-bas, mais il fait ça à l'envers. Comme ça, toi Africain, quand tu vois même, tu ne vas même pas reconnaître. Tu ne vas pas reconnaître. Tout vient par ici, tout commence par ici. Il est venu pour te dominer. Donc tout ce qu'il doit faire pour pouvoir te dominer, c'est ce qu'il fait. Donc si tu vois qu'il y a un masque devant une église, ce n'est pas une mauvaise chose, mais ils nous ont dit que nous, on ne va pas faire ça. Donc c'est à nous de réfléchir. Merci. Nous allons prendre deux dernières interventions. Une minute, madame. Oui, allez-y. Ouais. Après vous, madame. Bonsoir, messieurs, dames. Moi, c'est Ben Sissé. Bon, je suis entrepreneur en bâtiment ici. Bon, ma question ici, ça se rapporte sur le cas de ma soeur Laurent Bell. C'est une petite histoire que mon père a eu à me raconter. C'est concernant la tradition de nos pays. Il avait un ami qui devrait se marier, mais les parents étaient contre le mariage. Et par après, il a insisté qu'il voulait marier la fille. Là, c'est l'homme maintenant qui veut marier la femme. Et les parents ont dit non, nous ne sommes pas pour le mariage. Et après, il a insisté, il est allé au-delà des ordres des hommes et il est allé marier la femme. Et il a eu des enfants qui sont de notre génération. Mais c'est trouvé que les enfants ont connu, c'est-à-dire, je ne veux pas dire, ils n'ont pratiquement pas réussi. Et mon père, quand il me faisait l'aveu, il m'a dit que la femme que son ami est allé marier, c'était une femme inceste. Inceste, c'est-à-dire que la femme avait été conçue entre le père du mari et maintenant... c'était une fille inceste. Donc pour eux, ça avait une certaine connotation spirituelle qui devait se transmettre. Et donc l'autre, du fait qu'il n'a pas écouté, il est allé la surpasser lors de jeu, il est allé se marier, et maintenant les conséquences ont été sur toute sa progéniture. Presque il y a tous ces enfants qui sont décédés. Ensuite, il y a le dernier qui est là, qui est fou. Donc, par rapport à ça, il y a certaines facultés cachées que les gens ne disent pas dans la tradition. Oui, mais elle a dit ça. Et j'ai demandé à mon père, mais pourquoi est-ce que les parents ne se sont pas opposés, puisqu'ils ne savaient cela? Il m'a dit que la tradition aussi a ses lois. On peut dire, nous ne sommes pas pour le mariage, mais vous n'expliquez pas pourquoi nous ne sommes pas pour le mariage. Parce que vous faites le gâter d'un futur candidat, si je puisse m'exprimer ainsi. Donc ils n'ont pas pu dire à l'autre, bon c'est parce que c'est ceci, c'est cela, ils n'ont pas dit. Le problème s'est passé. Maintenant si je devais inverser maintenant la question, est-ce que ne voyez-vous pas que le côté traditionnel a sa raison d'être? Parce qu'il va falloir qu'on puise au moins l'essentiel de la tradition afin qu'on puisse être amené. Bon, ça c'est la question qui est à vous. Et maintenant concernant Victor, je vois que dans votre intervention, vous êtes sur la même longueur, vous êtes tous de courant existentialiste, je sens ça. C'est ça. Voilà, vous êtes tous de courant existentialiste. Bon, ce que j'aimerais dire par rapport à cela, c'est que dans le cadre de la génération, ou le cadre de Victor même, si j'avais mentionné ça, j'ai une liste. Ouais, quand il a parlé de... Ouais. Quand il a parlé de, comment j'appelle ça, de la réussite.
Bon, la réussite, en fait, pour moi, c'est la même définition qu'il a donnée. Pour vous, votre désir n'est qu'une énergie motrice de la pensée, ce que lui définit comme think again. Donc cette énergie motrice de la pensée qui est le désir d'atteindre l'objectif que vous êtes assigné. Et lui, sa pensée, c'est ça. On se projette, on se donne un objectif, on se force de l'atteindre. C'est tout à fait normal. Il n'est pas question que je regarde parce que l'autre court vite que j'avance plus. Non, je vais à mon rythme. C'est ça la réussite, je suis tout à fait d'accord sur ce côté. Mais tout ce que j'aimerais poser pour lui, pour la question, c'est lui demander, est-ce que la discrimination en tant que telle, est-ce que vous trouvez que c'est un truc qui doit être en fait légiféré, qui doit être fait par une loi, au lieu que peut-être on prenne une décision personnelle et dit, je vais aller vers quelqu'un qui parle la même langue que moi, et qu'on dise qu'ici, ne parlez seulement que l'anglais. Je vous remercie. Merci. Et Cissé Bangali. Cissé Bangali, je suis vraiment très, très heureux que tu aies soulevé ce problème. Je l'ai mentionné dans mon livre. La tradition, elle a des côtés positifs, je l'ai dit. Parce que la raison pour laquelle mes parents se sont opposés au mariage, à mon mariage avec François, celui que j'aimais, c'est parce qu'ils sont allés consulter. Et il s'est trouvé que François avait une courte vie. Effectivement, il est mort. Et avant de mourir, il m'a fait appel. Et c'est pour cette raison que j'ai intitulé ce livre-là, Une plaie inguérissable. Et quand François m'a appelé, une semaine avant sa mort, il m'a appelé à l'hôpital. Je suis allée et il m'a relaté tout ce qui s'est passé pendant qu'on était ensemble. Donc il avait encore, au fond de lui, cet amour, mais qui n'avait plus d'espoir. Et j'ai vu que voilà, il y a cette plaie-là, elle existe encore et elle est réouverte. Ma mère a dit qu'elle ne veut pas, elle a été veuve très jeune, mon papa est mort quand elle avait 35 ans. Donc elle a dit, elle ne veut pas que je subisse le même sort. Mais sans la voir toutefois me révéler, je l'aurais compris, certes, si elle m'avait dit ça, mais elle ne m'a pas dit. Elle ne me l'a pas dit. C'est après la mort de François que c'est devenu, comme on le dit, les Américains joke à la maison, dit on t'a fait sortir de là-bas parce qu'on a utilisé le charme, parce que on nous a dit que François n'avait pas longue vie. Je ne voulais pas que tu sois veuve. Donc, quelque part, la tradition a sa place. La tradition a sa place. Donc, je n'en veux pas la tradition. Ils l'ont fait dans le cadre pour mon bien, mais il faudrait, comme je l'ai dit, la communication. Tu vois. Donc, vraiment, je te remercie et merci d'avoir soulevé ce point-là. Merci beaucoup. Ok, merci pour la question, mon frère. Cissé, ok. La discrimination, il n'est pas dit dans ce livre que la discrimination est une bonne chose. Ouais. J'ai dit simplement que, en tout cas, nous sommes tous discriminatoires jusqu'à un certain niveau. Quand tu entends quelqu'un qui parle la même ethnie comme toi, tu es attiré. Au lieu d'aller être objectif, tu es attiré parce que nous sommes tous sentimentaux. C'est ça qui fait qu'on pratique un peu de discrimination partout dans notre vie. Mais la discrimination, comme on voit ici aux États-Unis, blanc contre noir, là, c'est pas discrimination. Les blancs ont tout fait pour minimiser les noirs. Même le gouvernement fédéral était complice. Et ils étaient dedans, pour tout faire pour noyer les noirs, pour détruire les noirs. Ça, c'est pas de discrimination dont il parle ici. Discrimination comme on fait ici, là, ça c'est pour détruire l'homme. Ça, c'est pas discrimination. Si tu es en Côte d'Ivoire, que tu es bêté, donc tu veux détruire Baoulé, ça, c'est pas discrimination dont il parle. Ça, ce n'est pas bon. Il parle de discrimination dans le sens qu'il ne faut même pas prêter attention aux petits trucs que les gens font. Ce n'est pas parce que Victor est gagné, il a marié une femme gagnée, que tu vas l'appeler discriminatoire. Non, ça, ce n'est rien. Voilà, ça, c'est des petits trucs, tout le monde peut le faire. Ça ne gâte rien. Alors, si moi, j'aime manger à Tchéké, parce que à Tchéké est bon, ok, d'accord. Ça n'a rien à voir avec la discrimination. Mais la discrimination, comme ça y est aux États-Unis, non, ça, je sais que Dieu même est contre ça. C'est pas de ça. Nous allons prendre la... Oui, nous prenons la dernière question, c'est cela, monsieur. Oui, et nous allons clore cette émission très engagée. Bonsoir, je m'appelle Konaré. Ouais.
Ma question est, je l'adresse à mademoiselle Baird. Non, Laurent Bell. Laurent Baird. Je voudrais savoir, avec ses origines malinquées, musulmanes, chrétiennes, on sait bien dans ces origines-là, le mariage c'est quelque chose, quand les parents tuent quelqu'un, il faut l'accepter. Elle est partie, c'est différent, elle se retrouve en Amérique ici. Je veux savoir quelles sont vos relations actuelles avec vos parents. Okay. Merci. Voilà, merci. Merci beaucoup. Merci mon frère. J'ai de très bonnes relations avec mes parents. Les relations ont été conflictuelles au départ, mais en fin de compte, ils ont compris parce que il s'est trouvé que quand Vincent est revenu de Paris, il m'avait laissé avec sa copine dans la même maison. Et les mêmes lettres qu'il écrivait à la fille, il écrivait les mêmes lettres, copie par copie. Elle me faisait lire les lettres. Et moi, quand je finissais de lire les lettres, je ne lui faisais pas voir les miennes parce que je voulais la protéger, parce qu'elle était follement amoureuse de lui. Elle n'a jamais su qui j'étais pour lui. Et nous sommes restés tous deux dans sa famille. Tu vois? Et c'est quand même, c'est quelque chose. Les mêmes photos qu'il lui expédiait, il m'expédiait les mêmes photos. Vous aimez au même moment, vous aimez avec la même ardeur. Écoute, hein? D'accord. Mais moi, j'ai gardé le secret. Je ne l'ai jamais révélé à la fille jusqu'au jour, jusqu'à ce qu'il retourne après 2 ans. Parce que j'aimerais qu'elle-même voie la réalité. Parce que quand il était étudiant, chaque fois qu'elle venait, il disait à son petit frère de m'accompagner à la maison. Donc la fille, pour la fille, j'étais la copine à son petit frère. Et moi, je ne manifestais aucun désir de jalousie. Et c'était comme ça. Donc quand il est revenu, quand même elle s'est rendue sur les faits, ben, c'est la réalité, c'est la réalité. Tu vois, nous sommes tous deux devant les faits. Donc c'est comme ça la vie. Donc vous étiez des co-épouses heureuses. Voilà. Je voudrais donc, Camille d'Ivoire TV, vous rappeler que cette émission tire à sa fin. Une émission où nous recevions Laurent Bell qui nous dira un peu si la blessure actuelle, la blessure passée est cicatrisée. Vous allez nous le dire. Et Vincent nous dira un mot pour clôturer. Victor, vous voyez, Vincent me revient parce que j'ai lu cette œuvre et c'est un monsieur qui a aimé Laurent Bell toute petite. Et donc au moment où Laurent Bell partait, son cœur s'était déchiré, il s'était effondré. Donc c'est un monsieur qui m'a marqué. Donc dites si cette plaie aujourd'hui est cicatrisée. Ouais, si le fait d'écrire cette œuvre vous a aidé à cicatriser moi, la plaie. C'est un soulagement. Parce que je me suis dit qu'au moins, il faut qu'il sache ce qu'il a fait. Parce que quelque part, non seulement moi, mais il y a des femmes dans le monde, que ce soit passé ou maintenant, qui subissent le même sort. Mais toujours est-il que nous devons aller de l'avant. La vie ne s'arrête pas là. Et ça fait plus de 20 ans aujourd'hui, au moins, quand on s'est séparés. On ne s'est jamais vus. Donc pour moi, la vie ne fait que continuer. La vie ne s'arrête pas là. Mais c'est une leçon aussi bon, pour nos frères qui prennent nos soeurs. Essayez quand même de savoir les prendre. Adressez-vous à ces frères? Oui, je m'adresse à eux. Vous pouvez avoir des maîtresses, mais quand vous avez une jeune femme qui est à la maison et que vous allez chercher des jeunes filles qui ont le même âge qu'elle, moi je dis que c'est ridicule. Sachez quand même ce que vous voulez. Parce qu'on ne vous force pas. Regardez donc cette caméra, ouais. Et puis adressez-vous directement aux amis d'Ivoire TV qui vous regardent, ceux qui sont ici aux États-Unis, ceux qui sont en Europe, ceux qui sont en Afrique, et lancez le message de la fin. Bon, enfin, je remercie tous ceux qui sont en train de regarder l'émission présentement. Mon message est que toutes mes sœurs qui sont dans le mariage et qui, dans le temps, vont se marier, celles qui seront sur le point de se marier, et que ce mariage-là, ça soit quelque chose de leur cœur, mais que ça ne soit pas basé sur le matériel. Parce que si ça se base sur le matériel, ce mariage n'est pas fondé. Ce n'est pas fondé. Parce que le matériel ne fera pas le bonheur dans le foyer. Mais c'est le cœur. C'est ce que tu as dans le cœur. C'est ce qui compte. Et l'homme également, si vous n'aimez pas une femme, ce n'est pas la peine de la marier. Ne mariez pas les femmes parce qu'elle est belle, parce qu'elle a de l'argent, parce qu'elle fera du bien. Non, mariez une femme parce que vous avez à l'intérieur de vous
un désir ardent de la marier parce que vous l'aimez. C'est ce message que je veux faire passer. Où est-ce qu'on peut avoir cette œuvre? C'est une œuvre, ça va passer Amazon.com, tu peux avoir ça à Barnes & Noble, mais je ferai la traduction en français par le frère où est-ce qu'il est. Ce frère-là, il fera la traduction. Donc tous ceux qui ont besoin de ces livres, ils vont écrire leur nom et mon frère Lazare va s'en occuper. Et je vais signer les livres. Mais néanmoins, j'ai envoyé des trucs qui vont vous distribuer. C'est fait en anglais, mais je ferai la traduction en français avec le frère qui est là. Merci. Vincent. Victor. Victor. You want everybody to thank again. Thank again. So look at the camera and ask all those people to thank again. Ok. Mes chers frères et sœurs, le message est simple. Pensons encore. Depuis que nous sommes devenus des hommes et des femmes, des responsables, qu'est-ce que nous avons achevé dans la vie? Est-ce que tu aimes la vie que tu mènes? Est-ce que tu es content de la vie que tu mènes? Est-ce que tu penses que tu as achevé? Est-ce que tu penses que tu es arrivé? C'est des questions à se poser. Si tu penses que tu as réussi, tu as réussi. Si tu n'es pas d'accord, si tu n'es pas satisfait, c'est que tu as échoué. Quel que soit combien tu as à la banque, quel que soit combien de diplômes que tu as, si tu n'es pas satisfait, tu as échoué. Il faut que tu sois satisfait. Il faut que tu sois heureux. Si tu n'es pas heureux, tu as échoué. Tu peux être marié pendant 30 ans à la même personne, mais si depuis 30 ans tu n'es pas content, tu as échoué. Donc tout ce que nous faisons, on doit avoir les résultats dedans. Il faut que tu sois bien, il faut que tu sois heureux, il faut que tu aimes ce que tu fais. En faisant ça, je vous conseille simplement de prendre vos responsabilités. Il est temps de dire que je prends ma vie en charge. Je suis responsable de ma vie. Ce n'est pas parce que mon papa m'a amené aux États-Unis que je dois toujours dire, ah, si mon papa ne m'a pas amené ici, ma vie sera mieux. Ce n'est pas parce que ton papa a refusé de t'amener en France que tu as échoué. Non, tout dépend de toi-même. Si tu as échoué aujourd'hui, ça vient de toi-même. Si tu as réussi, ça vient de toi-même. Donc la vie dépend de nous-mêmes. Ça commence à partir de nos cerveaux. Merci beaucoup. Amis d'Ivoire TV, je voudrais vous informer que Victor Awiering, right? Yes, voilà, c'est son nom, c'est tellement difficile à prononcer, c'est pour ça que je disais seulement Victor. Yeah, Awiering. Il est venu avec des œuvres, il pourra les dédicacer, il a ça là, ouais, il pourra les dédicacer pour ceux qui veulent les œuvres. Laurent Bell, ceux qui voudront son œuvre pourront dresser, comme elle a dit, une liste parce qu'elle n'est pas venue avec les œuvres. Elle est en train de faire une série de corrections. Elle me l'a dit quand on préparait l'émission. Une série de corrections et la maison d'édition devra tirer. Donc, vous avez la possibilité d'obtenir ces œuvres en vous adressant à la direction d'Ivoire TV ce soir même. Nous vous donnerons un certain nombre d'informations pour que vous puissiez avoir les éléments de cette œuvre. Je voudrais vous remercier. Je voudrais préciser, amis d'Ivoire TV, que nous avons l'association des ressortissants de Marcory qui vous invite au match de Maracana qu'il organise le samedi 25 août. Le match de Maracana va opposer la mission de Côte d'Ivoire à l'association de Marcory. L'association de Marcory vous invite aussi à son dîner gala annuel qu'il organise le 23 juin. Vous savez où ça se passe habituellement. Et donc vous êtes tous invités à ce dîner gala. Il y a des artistes invités. Il s'agit de Chakama que Estelle a reçu plusieurs fois aux émissions d'Ivoire TV, Estelle Show, et de Myriam Fatim qui vit ici avec nous. Vous êtes donc tous invités à ces deux grandes manifestations. Vous êtes aussi invités à l'excursion à Atlantic City le dimanche 15 juillet, qui est organisée aussi par l'ARM, l'Association des ressortissants de Marcory. Je voudrais donc vous remercier, amis d'Ivoire TV, pour votre fidélité à notre télé. Saluer Laurent Bell pour sa prestation, la présentation de son œuvre. Lui dire que son nom est un peu particulier, parce que Laurent Bell, ça fait un prénom.
Ça cache peut-être quelque chose parce qu'elle a beaucoup de surprises qu'elle nous réserve. Je voudrais remercier Victor. Vraiment, vous êtes excellent. Vous avez seulement fait 10 ans en Côte d'Ivoire et vous parlez le français comme quelqu'un qui est né en Côte d'Ivoire. C'est la preuve que nous devons tous penser encore. Merci. Merci pour votre présence. Vous êtes restés avec nous jusqu'à maintenant. Je voudrais donc saluer les amis d'Ivoire TV qui sont de l'autre côté de la caméra et vous dire bonsoir et à très très bientôt.